Mon mari m'a convié à un dîner d'affaires capital avec un potentiel partenaire japonais. J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai joué à la perfection mon rôle de femme trophée, décorative et silencieuse. Ce qu'il ignorait, c'est que je comprenais absolument chaque mot de japonais, et lorsque j'ai entendu ce qu'il racontait à ce client à mon sujet, tout a basculé à jamais. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Sophie, pendant 12 ans, j'ai cru avoir un bon mariage. Pas parfait, mais assez bon. Mon mari, Marc, occupait un poste de direction dans une grande entreprise technologique à La Défense, tandis que je travaillais comme coordinatrice marketing dans une petite PME à Boulogne-Billancourt. Rien de très glamour, mais j'aimais mon travail. Nous vivions dans un beau pavillon à Saint-Germain-en-Laye, nous partions en vacances sur la Côte d'Azur une fois par an et, de l'extérieur, nous donnions probablement l'impression d'avoir tout réussi. Mais quelque part en chemin, les choses avaient changé. Impossible de dire exactement quand cela avait commencé, peut-être lorsque Marc a obtenu sa dernière promotion il y a 3 ans, ou peut-être était-ce progressif, si lent que je ne l'ai remarqué que lorsque je vivais déjà dans un mariage différent de celui que j'imaginais. Marc était devenu plus occupé, plus important, du moins c'est ce qu'il me disait. Il travaillait tard, voyageait pour des conférences à travers l'Europe et, quand il rentrait à la maison, il était soit sur son téléphone, soit trop fatigué pour parler. Nos conversations étaient devenues transactionnelles. As-tu récupéré mes costumes au pressing? N'oublie pas, nous dînons chez les Dubois samedi, peux-tu gérer le jardinier? Je n'ai pas le temps. Je me disais que c'était normal, que c'était le lot commun après une décennie de mariage, que la passion s'estompe, la routine s'installe et on fait avec. Je refoulais ce sentiment de solitude qui s'insinuait lors des soirées calmes où il s'enfermait dans son bureau à la maison, et je restais seule à regarder des programmes télévisés qui ne m'intéressaient pas vraiment. Il y a environ 18 mois, je suis tombée sur quelque chose qui a changé ma trajectoire. Je faisais défiler mon téléphone lors d'une nuit d'insomnie quand une publicité est apparue pour un essai gratuit d'une application d'apprentissage des langues, le japonais. J'avais pris des cours de japonais à l'université, à l'époque où j'étais une personne différente avec des rêves différents, et j'avais adoré ça, la complexité, l'élégance, la façon dont cela ouvrait une perspective entièrement différente sur le monde. Mais ensuite j'ai rencontré Marc, je me suis mariée, j'ai commencé à travailler, et ce rêve a été rangé dans le tiroir étiqueté « Intérêts impraticables de jeunesse ». Cette nuit-là, allongée dans le lit pendant que Marc ronflait à côté de moi, j'ai téléchargé l'application juste par curiosité, pour voir si je me souvenais de quelque chose, et je me souvenais de plus que prévu. Les hiragana sont revenus facilement, puis les katakana. En quelques semaines, j'étais accro. Chaque soir, pendant que Marc travaillait tard ou regardait ses chaînes d'infos financières, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mes écouteurs pour suivre les leçons. Je me suis abonnée à un podcast pour apprenants, j'ai commencé à regarder des dramas japonais avec sous-titres, puis finalement sans. Je n'ai rien dit à Marc, non pas parce que je le cachais vraiment, mais parce que j'avais appris à ne pas partager les choses qu'il mépriserait. 3 ans plus tôt, j'avais mentionné vouloir prendre un cours de photographie et il avait ri, pas méchamment, mais de cette façon qui me faisait me sentir petite, en disant « Sophie, tu prends des photos avec ton iPhone comme tout le monde, tu n'as pas besoin d'un cours pour ça, et d'ailleurs, quand aurais-tu le temps ?» Après cela, j'ai appris à garder mes intérêts pour moi, c'était plus simple que de les défendre. Ainsi, le japonais est devenu mon secret, mon monde privé, et j'étais douée, vraiment douée. Je pratiquais tous les jours, parfois 2 ou 3 heures, je discutais en vidéo avec des tuteurs en ligne, je rejoignais des groupes d'études, je commençais même à lire des romans simples. Au bout d'1 an, je pouvais comprendre le japonais conversationnel assez couramment, pas parfaitement, mais assez bien pour suivre des films, comprendre des podcasts et tenir des conversations décentes. C'était comme reconquérir une partie de moi-même que j'avais enterrée, chaque nouveau mot appris, chaque règle de grammaire maîtrisée était la preuve que j'étais encore capable de grandir, que j'étais quelqu'un au-delà d'être juste la femme de Marc. Puis, un soir de fin septembre, Marc est rentré plus tôt que d'habitude, semblant excité, énergique d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. « Sophie, excellente nouvelle, dit-il en desserrant sa cravate en entrant dans la cuisine où je préparais le dîner. Nous sommes sur le point de finaliser un partenariat avec une entreprise technologique japonaise, ça pourrait être énorme pour nous. Le PDG visite Paris la semaine prochaine et je l'emmène dîner dans un grand restaurant japonais près des Champs-Élysées, tu devras venir.
J'ai levé les yeux des légumes que je coupais. À un dîner d'affaires? Oui, Monsieur Tanaka a spécifiquement demandé si j'étais mariée. La culture d'entreprise japonaise, tu sais, ils aiment savoir que tu es stable, orienté vers la famille, c'est bon pour l'image. Il ouvrit le réfrigérateur, prit une bière. Tu auras juste besoin d'être élégante, de sourire, d'être charmante, tu sais, comme d'habitude. Quelque chose dans sa façon de dire « comme d'habitude » m'a piqué, mais j'ai repoussé ce sentiment. Bien sûr, quand? Jeudi prochain, 19h30. Porte cette robe bleu marine, celle avec les manches, conservatrice mais élégante. Et Sophie, il se tourna pour me regarder directement pour la première fois. Tanaka ne parle pas beaucoup français ni anglais, je ferai l'essentiel de la conversation en japonais. Tu t'ennuieras probablement un peu, mais contente-toi de sourire. Mon cœur a bondi. Tu parles japonais? Je l'ai appris sur le tas en travaillant avec notre bureau de Tokyo au fil des années, je suis assez fluide maintenant, il y avait de la fierté dans sa voix. C'est l'une des raisons pour lesquelles il me considère pour le poste de vice-président, peu de cadres ici peuvent négocier en japonais. Il n'a pas demandé si je le parlais, ne s'est pas demandé si je pouvais avoir un intérêt ou une connaissance à ce sujet. Pourquoi le ferait-il? Dans son esprit, je n'étais que la femme qui sourirait et serait jolie pendant que les gens importants parlaient. Je me suis retournée vers ma planche à découper, mes mains bougeant automatiquement, ça a l'air merveilleux, chérie, je serai là. Après qu'il ait quitté la pièce, je suis restée au comptoir, l'esprit en ébullition. Une opportunité venait de tomber dans mes bras, une chance de comprendre réellement une conversation que Marc pensait privée, d'entendre comment il parlait vraiment, comment il se présentait, comment il parlait de notre vie quand il pensait que je ne pouvais pas comprendre. Une partie de moi se sentait coupable de penser ainsi, mais une plus grande partie, celle qui se sentait de plus en plus invisible dans mon propre mariage, voulait savoir, avait besoin de savoir. La semaine s'est écoulée lentement. J'ai passé chaque moment libre à rafraîchir mon vocabulaire japonais des affaires, à pratiquer les formes de politesse, m'assurant que je serais capable de suivre une conversation professionnelle. Je ne savais pas ce que je m'attendais à entendre, peut-être rien d'important, peut-être que je réfléchissais trop, que j'étais paranoïaque. Jeudi est arrivé. J'ai mis la robe bleu marine comme demandé, associée à des talons modestes et des bijoux simples. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu exactement ce que Marc voulait, une femme présentable qui ne l'embarrasserait pas devant des clients importants. Le restaurant était moderne et hors de prix, le genre d'endroit avec une liste d'attente de plusieurs mois. Marc avait utilisé le compte de l'entreprise pour réserver. Nous sommes arrivés 15 minutes en avance. Marc a vérifié son apparence sur l'écran de son téléphone, a redressé sa cravate déjà droite. Souviens-toi, dit-il en entrant, sois juste agréable. N'essaie pas de participer aux discussions d'affaires. Si Monsieur Tanaka t'adresse la parole en anglais, fais des réponses brèves. Nous avons besoin qu'il se concentre sur le partenariat, pas qu'il soit distrait par des banalités. J'ai hoché la tête, avalant le goût amer dans ma bouche. Monsieur Tanaka était déjà assis quand nous sommes arrivés. Il s'est levé pour nous saluer, un homme dans la cinquantaine avec des lunettes à monture argentée et un costume impeccablement taillé. Marc s'est incliné légèrement, j'ai suivi son exemple. Ils ont échangé des salutations en japonais, formelles et polies. J'ai souri, semblant parfaitement perdu, et je me suis glissé sur la chaise que Marc m'avait tirée. La conversation a commencé en anglais avec des politesses de surface. Monsieur Tanaka a complimenté le choix du restaurant, a mentionné son hôtel, a demandé si c'était notre première fois à accueillir des partenaires internationaux. Son anglais était en fait assez bon, meilleur que ce que Marc avait laissé entendre, juste avec un accent. Puis, alors que les menus arrivaient, ils ont naturellement basculé vers le japonais. La fluidité de Marc était impressionnante, je devais l'admettre. Il parlait avec aisance, confiance, clairement à l'aise dans la langue. Ils ont discuté des projections commerciales, des stratégies d'expansion du marché, des spécifications techniques. Je ne comprenais que partiellement les termes techniques. Je restais assise tranquillement, sirotant de l'eau, souriant occasionnellement quand il regardait dans ma direction, jouant mon rôle. Puis Monsieur Tanaka s'est tourné légèrement vers moi, a dit quelque chose en japonais que j'ai saisi, une demande polie sur ce que je faisais comme travail.
Marc a répondu pour moi avant même que je puisse faire semblant de ne pas comprendre. En japonais, il a dit « Oh, Sophie travaille dans le marketing, mais c'est juste une petite boîte. Rien de sérieux. C'est plus un passe-temps vraiment, pour l'occuper. Elle s'occupe principalement de notre maison. » J'ai gardé mon visage neutre, mais à l'intérieur quelque chose s'est tordu. Un passe-temps ? Je travaillais dans le marketing depuis 15 ans, j'avais géré des campagnes réussies, construit des relations clients, mais il venait de balayer toute ma carrière comme un moyen de m'occuper. Monsieur Tanaka a hoché la tête poliment et n'a pas insisté. Le dîner a continué. Plusieurs plats sont arrivés, chacun magnifiquement présenté. Je mangeais lentement, restais silencieuse et j'écoutais. J'écoutais vraiment. Marc était différent en japonais, plus agressif, plus vantard. Il exagérait son rôle dans les projets, s'attribuait le mérite des efforts d'équipe, se peignait comme plus central au succès de l'entreprise qu'il ne l'était réellement. Ce n'était pas flagrant, mais c'était perceptible. Le Marc parlant japonais était une version légèrement gonflée du Marc que je connaissais. Puis la conversation a changé. Monsieur Tanaka a mentionné quelque chose sur l'équilibre vie professionnelle-vie privée, sur l'importance du soutien familial dans les carrières exigeantes. Marc a ri, un son qui m'a noué l'estomac. Pour être honnête, a dit Marc en japonais, et je pouvais entendre le mépris décontracté dans son ton, ma femme ne comprend pas vraiment le monde des affaires. Elle se contente de sa vie simple. Je gère toutes les décisions importantes, les finances, la planification de carrière. Elle est juste là pour l'apparence, vraiment. Elle fait tourner la maison, présente bien lors d'événements comme celui-ci. Ça marche bien pour moi parce que je n'ai pas à m'inquiéter d'une femme qui demande trop d'attention ou qui a ses propres ambitions qui se mettent en travers du chemin. J'ai serré mon verre d'eau si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Monsieur Tanaka a émis un son non engageant. J'ai observé son visage, vu une lueur de quelque chose, peut-être de l'inconfort, mais il n'a pas contesté Marc. Au lieu de cela, il a changé légèrement de sujet, interrogeant Marc sur ses objectifs à long terme. Le poste de vice-président est pratiquement à moi, a continué Marc en japonais. Et après cela, je vise la direction générale d'ici 5 ans. Je me positionne soigneusement, construisant les bonnes relations. Ma femme ne le sait pas encore, mais j'ai déplacé certains actifs, ouvert des comptes offshore, juste une planification financière intelligente. Si ma carrière nécessite de déménager ou de faire de grands changements, j'ai besoin de la flexibilité de bouger rapidement sans être lié par des comptes joints et qu'elle est assignée pour tout. Mon sang s'est glacé. Des comptes offshore, déplacer des actifs sans me le dire. J'étais assise là, souriant bêtement pendant que mon mari révélait nonchalamment des manœuvres financières qui ressemblaient beaucoup à la préparation d'un avenir qui ne m'incluait pas, ou du moins un où je n'aurais pas accès à l'argent du couple. Mais il n'avait pas fini. Monsieur Tanaka a demandé quelque chose sur le stress du poste de Marc, s'il avait des moyens de le gérer. Le rire de Marc était laid. J'ai mes échappatoires. Il y a quelqu'un au travail, Isabelle. Elle est à la finance. Nous nous voyons depuis environ 6 mois maintenant. Ma femme n'en a aucune idée. Honnêtement, ça m'a fait du bien. Isabelle comprend mon monde, mes ambitions. Elle ira loin, elle aussi. Nous parlons stratégie, faisons des plans. C'est rafraîchissant après être rentré à la maison avec quelqu'un qui ne peut pas discuter de quelque chose de plus complexe que le menu du dîner. Je suis restée parfaitement immobile. Mon visage semblait gelé. À l'intérieur, je volais en 1000 éclats. Mais des années à apprendre à être petite, calme et agréable m'ont maintenue sur ma chaise, ont gardé le sourire sur mon visage, ont empêché mes mains de trembler visiblement. Une liaison. Des comptes offshore. Me rejeter comme trop simple pour comprendre son monde. Qualifier ma carrière de passe-temps. Me réduire à un objet décoratif qui tient la maison et présente bien. 12 ans de mariage, et c'était ainsi qu'il me voyait. C'est ce qu'il disait quand il pensait que je ne pouvais pas comprendre. Monsieur Tanaka était définitivement mal à l'aise maintenant. Je pouvais le voir à la façon dont il bougeait, la façon dont il redirigeait la conversation vers des sujets d'affaires neutres. Il était trop poli pour reprendre Marc, mais ses réponses sont devenues plus brèves, plus formelles. Le dîner s'est terminé. Nous avons fait nos adieux dans le hall du restaurant.
Monsieur Tanaka s'est incliné vers moi, a dit dans un anglais prudent, « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Madame Sophie. Je vous souhaite le meilleur. » Quelque chose dans ses yeux, une douceur, m'a fait me demander s'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître, s'il avait été aussi dérangé par les mots de Marc que je l'étais. Le trajet du retour a été silencieux. Marc semblait content de lui, fredonnant avec la radio. « Ça s'est bien passé, dit-il. Je pense que nous allons conclure ce marché. » Tanaka semblait impressionné. « C'est merveilleux, dis-je, ma voix sonnant creux à mes propres oreilles. » À la maison, Marc m'a embrassé distraitement sur la joue, m'a dit qu'il avait des emails à traiter et a disparu dans son bureau. Je suis montée dans notre chambre, j'ai fermé la porte et je suis restée dans le silence. Puis, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé Claire. Claire avait été ma colocataire à l'université, ma meilleure amie avant que la vie, la distance et le découragement subtil de Marc envers mes amitiés ne nous éloignent. Elle était devenue avocate en droit de la famille, avait traversé son propre divorce il y a 5 ans. Nous avions repris contact sur les réseaux sociaux récemment, échangé quelques messages, mais je ne lui avais rien dit de réel sur ma vie. « Sophie » a-t-elle répondu à la deuxième sonnerie, la surprise dans sa voix. Il était presque 23 heures. « Claire ?» Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. « J'ai besoin d'une avocate. » Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai tout raconté, le dîner, la conversation en japonais, les comptes en Suisse, la liaison, les années à me sentir diminuée et rejetée. Elle a écouté sans m'interrompre, son esprit juridique analysant clairement ce que je lui disais. Premièrement, a-t-elle dit quand j'ai fini, j'ai besoin que tu respires. Tu peux faire ça pour moi? J'ai respiré. Deuxièmement, tu dois comprendre que ce qu'il fait avec ses comptes offshore pourrait être illégal, et définitivement contraire à l'éthique. S'il cache des biens matrimoniaux en prévision d'un divorce ou juste pour garder le contrôle, c'est de la fraude financière. Nous pouvons utiliser ça. Je n'ai pas de preuves, ai-je dit. C'était juste une conversation. As-tu enregistré le dîner? Je me suis sentie stupide. Non, je n'y ai pas pensé. J'essayais juste de digérer ce que j'entendais. C'est pas grave. Voici ce que nous allons faire. Ne le confronte pas encore. Je sais que tu en as envie, mais nous devons être stratégiques. Dès demain, tu vas rassembler des documents, relevés bancaires, déclarations d'impôts, tous les dossiers financiers auxquels tu peux accéder, prends des photos, transfère-toi des emails, n'importe quoi. S'il déplace de l'argent, il y aura une trace écrite. Nous la trouverons. Claire, j'ai peur. Je sais, ma chérie, mais tu es aussi intelligente et capable, et tu viens de le prouver en apprenant une langue entière sans qu'il le sache. Tu peux faire ça. Tu n'es plus seule. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit et je me suis laissé ressentir tout ce que j'avais retenu au restaurant. La rage, la trahison, le chagrin, la peur. Mais sous tout ça, quelque chose d'autre grandissait. Une détermination froide et claire. Je n'allais plus être la femme décorative. Je n'allais pas être rejetée, diminuée et trompée. J'allais reprendre le contrôle de ma vie, même si cela signifiait brûler tout ce que j'avais construit pour y arriver. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail. Marc l'a à peine remarqué, grognant juste une reconnaissance en partant pour le bureau. Dès que sa voiture s'est éloignée, j'ai commencé à chercher. Marc gardait des dossiers dans son bureau à la maison, organisés et méticuleux. J'ai trouvé des relevés bancaires remontant à 3 ans, des avis d'imposition, des informations sur des comptes d'investissement. J'ai tout photographié avec mon téléphone, tout téléchargé sur un cloud privé que Claire avait mis en place pour moi, et c'était là. 2 comptes que je n'avais jamais vus auparavant, montrant tous 2 des transferts réguliers. 50 000 € déplacés au cours des 8 derniers mois vers une banque en Suisse. Nos économies communes avaient été lentement siphonnées à mon insu. Je me sentais malade, mais j'ai continué à photographier, à documenter. Claire m'avait dit d'être minutieuse, alors je l'ai été. J'ai aussi trouvé des emails, imprimés et classés. De la correspondance sur des investissements immobiliers que je ne savais pas que nous possédions, ou plutôt qu'il possédait. Tout était à son nom uniquement.
Et puis j'ai trouvé les emails à Isabelle. Il avait été négligent, imprimant certains échanges, probablement pour référencer des chiffres ou des dates. Mais le contenu était accablant, romantique, sexuel, faisant des plans pour un avenir qui ne m'incluait clairement pas. Une fois que j'aurai géré la situation, Sophie, disait un email, nous pourrons arrêter de nous cacher. La situation, Sophie. C'est ce que j'étais devenue. Un problème à gérer. J'ai passé 6 semaines à rassembler tranquillement des preuves, vivant avec un homme que je voyais maintenant clairement pour la première fois. Chaque sourire était un mensonge. Chaque contact désinvolte me donnait la chair de poule. Mais j'ai joué le rôle. Je cuisinais les dîners, demandais comment s'était passée sa journée, faisais semblant que rien n'avait changé. Claire montait le dossier. Je la rencontrais 2 fois par semaine à son cabinet, apportant de nouveaux documents, discutant de la stratégie. Nous allions demander le divorce et signaler simultanément sa faute financière au comité d'éthique de son entreprise. Les comptes offshore violaient la politique de l'entreprise. Elle avait découvert qu'il pourrait perdre non seulement notre mariage, mais sa carrière. « Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ?» m'a demandé Claire lors d'une de nos séances. Le volet entreprise sera l'option nucléaire. Il perdra tout. Il prévoyait déjà de me laisser sans rien, ai-je dit. Il l'a dit lui-même. Il s'y prépare. Je ne fais que bouger la première. Nous avons décidé d'un vendredi. Claire a déposé la demande de divorce le jeudi après-midi. Vendredi matin, je me suis habillée pour le travail comme d'habitude, mais au lieu d'aller à mon bureau, je suis allée chez Claire. Le département des ressources humaines de Marc recevrait notre dossier de preuve à 9h. Les papiers du divorce lui seraient signifiés par huissier à son bureau à 9h30. J'étais assise dans la salle de conférence de Claire, buvant un café que je ne pouvais pas goûter, regardant l'horloge. Mon téléphone était éteint. Je ne voulais pas voir ses appels ou ses SMS quand il réaliserait ce qui se passait. À 11h, Claire a reçu la confirmation. Papier signifié. Preuve reçue. L'employeur de Marc l'avait immédiatement mis à pied à titre conservatoire en attendant l'enquête. « Comment te sens-tu » a demandé Claire. Terrifiée, ai-je admis. Mais c'est juste. Je suis restée chez Claire cette nuit-là. Elle avait une chambre d'amis, m'avait déjà dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Elle m'a aidé à rédiger des emails à mon propre employeur, expliquant que je prenais un arrêt maladie pour raisons personnelles. Nous avons commandé à emporter, bu du vin, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Marc a essayé d'appeler 47 fois ce premier jour. Il a laissé des messages vocaux allant de la confusion à la colère en passant par la supplication. Je ne les ai pas écoutés. Claire l'a fait, documentant tout pour le dossier. Le samedi, escortée par Claire et un policier, juste par précaution, je suis retournée à la maison pour récupérer mes affaires. Marc était là et il avait l'air terrible. Mal rasé, froissé, les yeux rouges. « Sophie, s'il te plaît » a-t-il commencé quand il m'a vue. J'ai levé la main. « Ne, laisse-moi juste expliquer. » Expliquer quoi? Que tu me trompes? Que tu caches de l'argent? Que tu m'as traité de femme trop simple pour comprendre ton monde? J'ai entendu chaque mot à ce dîner, Marc. Absolument chaque mot. Son visage est devenu blanc. Tu ne parles pas japonais. Je le parle couramment depuis plus d'1 an. C'est drôle comme tu n'as jamais demandé. Jamais demandé ce que je faisais de mon temps quand tu étais trop occupé par le travail ou Isabelle. Il s'est effondré sur le canapé. L'entreprise m'a mis à pied. Ils enquêtent. Sophie, je pourrais perdre mon travail. Ce n'est plus mon problème. J'ai commencé à marcher vers les escaliers, vers notre chambre où je devais faire mes valises. Attends. Sa voix était désespérée. On peut arranger ça. Une thérapie de couple. Je mettrai fin aux choses avec Isabelle. Nous pouvons surmonter ça. Je me suis retournée pour le regarder. Le regarder vraiment. Cet homme avec qui j'avais passé 12 ans, que j'avais aimé, qui, je croyais, m'aimait. Tu ne veux pas arranger ça. Tu veux arranger ta carrière, ton image, ta situation financière. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé.
Tu es désolé de t'être fait prendre. Ce n'est pas vrai. À ce dîner, tu as dit à Monsieur Tanaka que je n'étais là que pour l'apparence, que j'étais trop simple, trop peu ambitieuse, que j'étais essentiellement une gouvernante à domicile qui présentait bien nos événements. Te souviens-tu même avoir dit ça? Son silence était une réponse suffisante. J'ai fini d'être petite pour toi, Marc. J'ai fini d'être la femme commode qui ne demande pas trop. Dépose tes contre-requêtes si tu veux. Conteste le divorce. Mais tu ne gagneras pas. Et tu ne t'en sortiras pas en cachant nos actifs. J'ai passé 2 heures à faire mes bagages. Il n'a pas essayé de m'arrêter à nouveau, il est juste resté assis sur le canapé à fixer le vide. Le divorce a pris 8 mois, le temps de négocier l'accord. L'enquête de l'entreprise de Marc a trouvé suffisamment de preuves de violations éthiques, ils l'ont licencié. Il a fini par trouver un autre emploi, mais à un niveau inférieur, avec un salaire moindre. Les comptes en Suisse ont dû être divulgués et partagés. Les propriétés que j'ignorais sont devenues partie des biens matrimoniaux. Au final, je suis partie avec la moitié de tout ce qu'il avait essayé de cacher, plus une prestation compensatoire pendant 3 ans le temps que je reconstruise ma propre carrière. Mais la meilleure partie, la chose que je n'avais jamais vue venir, est arrivée environ 2 mois après le début de la procédure de divorce. Monsieur Tanaka m'a contacté via LinkedIn. Son message était bref mais chaleureux. Il avait entendu parler du divorce, s'était demandé si je pourrais être intéressée par un poste dans son entreprise. Ils ouvraient un bureau à Paris, avaient besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois le marketing français et la culture d'affaires japonaise. Ma compétence unique, écrivait-il, serait inestimable. Je l'ai rencontré avec son équipe. Cette fois, j'ai parlé japonais dès le premier instant. Ses yeux se sont illuminés d'un respect authentique et de quelque chose d'autre. Peut-être un peu d'amusement que j'ai dupé tout le monde à ce dîner. Je savais, a-t-il dit en japonais à la fin de mon entretien au restaurant. La façon dont vous vous teniez quand Marc parlait de vous. J'ai vu la compréhension dans vos yeux, juste un instant. Je suis heureux que vous ayez trouvé votre force. Ils m'ont offert le poste. Directrice marketing senior. Un salaire triple de ce que je gagnais. J'ai accepté. J'ai 63 ans maintenant. Tout cela s'est passé il y a plus de 20 ans, mais je me souviens de chaque détail. Le divorce, aussi douloureux fut-il, m'a rendu ma vie. J'ai dirigé ce département marketing pendant 15 ans avant de prendre ma retraite. J'ai voyagé au Japon une 12aine de fois, je me suis fait de vrais amis, je suis devenue quelqu'un qui existait au-delà d'être la femme de quelqu'un. Je ne me suis jamais remariée, j'ai eu des rendez-vous occasionnels, une relation sérieuse qui a duré 5 ans avant que nous nous séparions amicalement. Mais je n'ai plus jamais rendu mon monde petit pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre sur qui je devrais être. Marc m'a envoyé un email une fois, environ 3 ans après que le divorce soit définitif. Il s'était remarié, s'excusait de la façon dont les choses s'étaient terminées, disait qu'il espérait que j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Certains chapitres n'ont pas besoin d'épilogue. J'étudie toujours le japonais, bien que maintenant ce soit purement pour le plaisir. Je lis des romans, regarde des films, donne parfois des cours à de jeunes professionnels qui veulent apprendre. La langue qui a commencé comme une évasion secrète est devenue la chose qui m'a sauvée, qui m'a montré que j'étais capable de plus que ce que je m'étais autorisé à croire. Ce dîner était la pire et la meilleure nuit de ma vie. La pire parce que j'ai entendu des vérités qui ont brisé ma réalité. La meilleure parce qu'elle m'a enfin poussé à agir, à arrêter d'accepter moins que ce que je méritais. Alors, si vous écoutez ceci et que vous êtes dans un mariage où vous vous sentez invisible, où vos intérêts sont rejetés, où l'on vous fait vous sentir petite, prêtez attention à ce sentiment. Apprenez la langue. Rassemblez les preuves. Trouvez votre clair. Et quand vous serez prête, reprenez votre vie. Ce ne sera pas facile. Ça fera mal. Il y aura des nuits où vous remettrez tout en question. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve une vie où vous pouvez être pleinement vous-même. Où votre voix compte. Où vous n'êtes pas juste décorative, mais essentielle. Et cette vie vaut la peine de se battre.